Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce questions et réponses du 23 novembre. Mon nom, c'est Yvan Cournoyer, président du Club immobilier. Et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et on a des invités de marque aujourd'hui. On va parler d'assurance principalement. Et on est en compagnie là, de Alison Cloutier de groupe BCM. Allô, Alison, tu es là? Oui, allô Yvan. Ça va bien? Ben oui, toi? Excellent, excellent. Donc, merci d'être là. On est très honoré de ça. Et on a également ton père, Régis Cloutier. Salut, Régis. Oui, bonjour les amis. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ouais, il fait beau au Québec. Il fait pas beau, il y a de la neige, j'aime pas ça. Good, good, good. Hey, merci d'être là, Régis. On va revenir sous peu avec vous là, pour répondre aux questions du public. Donc, on a également nul autre que Jean-Pierre Dussault de Québec. Salut, Jean-Pierre. Oui, allô Yvan, allô tout le monde. Bien content de vous retrouver ce midi. Excellent. Donc, ça se passe bien dans ton coin? Oui, très bien, très bien. Puis, je suis content d'être sur le sujet des assurances. On en parlait avant de rentrer live. C'est pas un sujet nécessairement sexy, mais combien important. C'est un gros poste de dépense dans votre bâtisse, dans les dépenses d'opération. Puis, mieux on les comprend, mieux on les gère, ces assurances-là. Puis, je pense que ce midi va être très pertinent. On a 2 experts avec nous, donc ça va être un midi payant pour vous. Excellent, excellent, merci. Donc, on voit les gens qui commencent à commenter. Bonjour, M. Vincent Lépine. Bonjour tout le monde. Donc, on vous invite à préparer vos questions pour Alison et Régis. Et pendant que les gens vont s'exciter un peu avec le sujet, j'en ai une question pour vous. Je ne sais pas si c'est Alison ou Régis qui va la commenter, là, mais on entend souvent parler que pour diminuer les primes, on peut augmenter les franchises. Et en augmentant la franchise, la prime diminue. Mais y a-t-il une corrélation ou un plafond que vous avez découvert avec votre expérience, de sorte dans le sens que si vous augmentez trop la prime, il n'y a plus, si on augmente trop la franchise, il n'y a plus de diminution de prime. Est-ce qu'on m'a compris là-dessus? C'est peut-être qu'à un moment donné, si tu ne peux pas mettre une franchise de 20 000 puis pas avoir de prime, il y a comme une limite, là. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, je vais laisser mon père répondre là-dessus. Il est le spécialiste là-dedans. OK. Moi, au niveau de la franchise, présentement, le maximum que j'ai vu qui était profitable, c'est de 25 000 $. Présentement, je suis un projet avec beaucoup d'investisseurs immobiliers partout au Québec. Essayer de s'autofinancer la franchise. J'essaierai de monter des franchises à 50 000 pour chacun. Et puis, le regroupement qui sera avec nous, ben, on va faire un pool pour voir, parce que vous savez que quand on a une perte de 50 000, on est capable de les réparer pour à peu près 20 000, 15, 20 000, là, parce que le problème, c'est l'assureur, lui, il exige d'engager des entrepreneurs, CCQ, tout ça, alors que nous tous, la plupart d'entre nous, on n'engage pas nécessairement pour rénovation un entrepreneur qui exige CCQ, là. On a déjà beaucoup de postes de dépenses, puis rénovation coûte assez cher. Fait que je pense qu'on peut s'en sortir à moindre coût, tout en étant professionnel, puis en suivant le code du bâtiment. En passant, le code du bâtiment est en train d'être en révision présentement. Fait que ça va être à partir de 2021, en janvier, on va avoir 4 nouvelles normes importantes en assurance pour le code du bâtiment. Et pour revenir à la franchise, le plus économique présentement, c'est 25 000, mais il faut être capable de soutenir le 25 000. Il faut être à l'aise. Tandis que moi, je suis sur un projet présentement avec plusieurs investisseurs. Je vérifie auprès de tous les assureurs pour mettre des franchises de 50 000, jusqu'où on peut aller pour une économie, parce que plus souvent qu'autrement, on ne réclame pas. Les gens qui ont des immeubles, qui ont une équipe, ils ne réclament pas avant une grosse perte majeure. Fait que c'est pour ça qu'on s'est réunis, quelques investisseurs, pour dire pourquoi on n'essayerait pas ça, pour faire une autocotisation sur la franchise, puis ça suit la route, ça devrait être prêt fin janvier au plus tard pour la conclusion de mes vérifications pour présenter ça à des investisseurs immobiliers. OK. Merci, Régis. Merci. Donc, on voit les gens là, qui commencent à entrer. Déjà, 125 personnes quand même. Merci d'être là en grand nombre comme chaque lundi.
Et on vous rappelle que si vous partagez le live d'aujourd'hui, vous courez la chance de gagner un des 3 certificats cadeaux de 50 $ applicables à une formation à la carte, donc à vos claviers, à vos partages. Juste l'inscrire dans le chat une fois que c'est fait. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Est-ce que tu avais une question, toi, JP, pour Alison et Régis, en attendant que les gens s'activent? Ben, écoutez, le club enseigne toutes sortes de trucs, tout ça. Des fois, on ne veut pas mentir, mais on ne veut pas tout dire. Par contre, à votre assureur, moi, je vous encourage à être le plus transparent possible. Parce que quand on commence les entourloupettes pour essayer de baisser nos primes puis qu'on réclame, on est mal pris. Fait que mettez votre courtier ou vos courtiers d'assurance, comme on a ici avec Alison et Régis, mettez-les au courant de votre réalité. Est-ce que c'est des chambres étudiantes que vous louez plus qu'un plex? Soyez transparent. C'est peut-être un des conseils qui me vient en tête à ce stade-ci. Effectivement, JP. Tu sais, on peut peut-être jouer sur les lignes, point de vue financement, sur les lignes grises, point de vue financement, mais point de vue assureur, tant qu'à moi, on est très transparent parce que s'il y a une réclamation, il y a un sinistre, puis une réclamation majeure, puis les assureurs se rendent compte qu'on a menti. Ça peut faire mal. Donc, merci du commentaire, JP. Ensuite, pour Régis ou Alison, il y a Vincent Lépine qui nous demande est-ce qu'on doit négocier à chaque année nos assurances? Ben, ça, c'est sûr, c'est à votre discrétion. S'il y a des augmentations importantes, vous pouvez contacter votre courtier pour vérifier le marché. Cette année, c'est certain, puis l'année passée aussi, mais là, cette année, c'est encore pire. Les augmentations sont assez importantes, puis ça, c'est peu importe les assurances. Ah, ouais. Ils ont tous eu il y a eu beaucoup de réclamations, tout ça, mais c'est bon aussi de négocier. Prendre note par contre que cette année, en particulier, en plus d'augmenter, le marché se resserre énormément. Beaucoup d'assureurs se sont retirés du secteur des immeubles à revenus parce que c'était pas un secteur qui était rentable pour eux. Il y a beaucoup de pertes, énormément, ça leur a coûté très cher, donc il y en a beaucoup qui se retirent ou bien qu'ils augmentent leur norme de souscription. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont été annulés parce qu'ils ont décidé, là, ils vont, mettons, dans les immeubles de 35 ans et moins ou des immeubles qui ont été strippés complètement dans les 30 dernières années. Donc, c'est sûr que c'est bon de négocier, mais cette année, c'est sûr, c'est plus difficile que les autres, là. Donc, ça rejoint un peu la question de Jean-Philippe Claude qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il était sur la route. Il pose une question, puis ça répond un peu en partie à sa question. Qu'est-ce qui se passe cette année avec les primes qui n'arrêtent pas d'augmenter? Peux-tu complémenter ça? Oui, ben c'est ça. Il y a eu beaucoup de pertes. C'est sûr, l'année passée, il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles. Puis c'est en particulier les immeubles à revenus qu'il y a des feux aussi. Il y en a qui ont été touchés par les inondations. Donc, c'est particulièrement, c'est le pire secteur en ce moment pratiquement. Et c'est ce qui est le plus difficile à assurer en ce moment. Donc, oui, il y a une forte hausse. J'ai des assureurs là, ils augmentent de 30% tout le monde sans avoir eu de réclamation. En ce moment, la moyenne des augmentations est environ de 20% pour tous les assureurs réunis. Je pourrais ajouter quelque chose à ça, Yvan. Oui. Si tu me le permets. Présentement, la Ville de Québec, sur son territoire, on a notre record cette année d'incendies majeurs. On dépasse les plus de 100 incendies majeurs. Imaginez-vous, à Montréal, c'est la même chose. Tout ça à cause du COVID, parce que les gens sont à la maison, les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, les enfants font n'importe quoi, il arrive des dégâts d'eau, il arrive des incendies, des dégâts d'eau majeurs, des incendies majeurs. Quand je dis majeurs, c'est 100 000 et plus. Fait calculer le nombre, combien ça va prendre de primes pour payer un sinistre de 100 000, c'est facile. Et en plus, ça n'a jamais été payant, l'activité de propriétaire foncier pour les assureurs. Et là, pour terminer le bal, on vient de perdre un joueur en date du 1er janvier 2021, RSA, qui vient d'être acquérir par Intact. Puis RSA était très actif dans le 6plex et moins. Fait que là, on vient de perdre encore un joueur. Fait qu'on va se retrouver avec 4-5 joueurs tantôt dans le courtage, à part des grossistes. Parce que les grossistes prennent de plus en plus de place présentement parce que les assureurs standards
commencent à avoir peur, sont frileux, puis ils disent on va aller dans un autre domaine que propriétaire foncier. Fait que là, le gros 6 commence à venir, à s'installer avec des polices à 3 têtes, c'est-à-dire 3 assureurs qui embarquent sur le risque, et puis nous autres, on place ça. Et seul le courtier peut faire ça. Il n'y a pas un direct qui peut placer qu'un gros 6. Fait que ça va être ça notre avantage au cours des 6 prochaines années, c'est qu'on va avoir les gros 6 de notre bar. On est rendu avec les gros 6. Fait que c'est un peu ça. Pourquoi les augmentations? Ben, ça n'a jamais été payant. Les assureurs vivent tout le temps 12 mois plus tard avec les résultats précédents de la dernière année. Et là, c'est au présent, puis le présent, il va pas bien. Il va pas bien à cause du COVID, au niveau de la résidentielle, au niveau de tout. Fait que là, qu'est-ce qu'ils se disent? Là, présentement, là, c'est l'automobile qui est payante. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu avoir autant de succès en automobile comme ça. Parce que l'automobile, d'habitude, c'était 80% de loss ratio en général. Puis cette année est plus rentable que l'habitation. Pourquoi? Parce que les autos ne virent pas. Les gens, ils ne sortent plus. Les gens, ils travaillent de chez eux. Sauf que chez eux, ben, c'est là qu'ils ont eu les enfants, qui ont gardé leurs enfants à la maison mars, avril, mai, juin. Mais des fois, tu n'as pas le temps de t'en occuper tout le temps de tes enfants. Puis il arrive un petit mal, une petite affaire. Puis on s'aperçoit qu'on a plus de sinistres à cause de ça. Puis le monde devient un petit peu de maboule aussi à travers ça. Là. Le monde, il devient un petit peu la maladie du COVID mental. Avec tout ce qu'on entend aux nouvelles, ben, nos locataires, il y en a qui ont de la misère à intégrer ça à leur quotidien. La Régis, parlant de locataire, il y a Patrice Robitaille qui dit « Est-ce possible de se protéger contre des réclamations de l'assurance du locataire, en cas de dégâts sur le bâtiment? » Exemple qu'il a vécu, un refoulement d'égout qui a endommagé les biens des locataires. Puis là, ben, l'assurance revient comme son assureur. Y a-t-il moyen de se protéger de ça? Refoulement d'égout, Yvan, là, il faut que tu réussisses à prouver. Si tu es capable, les villes sont quand même assez honnêtes. Tu fais venir la ville tout de suite. Si c'est du côté de la ville, bien ça, j'ai toutes les procédures, c'est le temps qui est important, là, parce qu'il y a beaucoup d'articles du Code civil du Québec. Il faut respecter. Et puis, il y a beaucoup de jurisprudence. Il y a 3 jurisprudences. Puis, il y a une bonne avocate de Montréal que je côtoie, qui est excellente dans le refoulement d'égout, au niveau de l'entretien des services publics de la ville, est responsable de l'entretien de ces équipements. Et puis, à Montréal, ça fait longtemps que c'est dépassé. Alors, il faut prendre des procédures et y aller faut y aller vraiment, faut connaître les choses. Mais j'ai tout ça, moi, au bureau, là, comment faire les procédures, j'ai des références d'avocats. Mais, comme je vous dis, il faut y aller de l'avant, il faut faire une dénonciation à l'intérieur de 6 jours envers la ville, une mise en demeure, comme de quoi qui est arrivé de quoi, puis après ça, il faut essayer de trouver, suite à l'enquête, savoir c'est qui est responsable. Après ça, on continue les démarches. OK. Merci, Régis. Mais je vais peut-être intervenir juste parce que ta question était plus du côté du locataire que du côté de la ville. Pour le locataire, en fait, en tout cas, moi, pour mes immeubles aussi, je l'exige pour me protéger justement de ça. J'exige d'avoir la preuve d'assurance à la signature du bail ainsi qu'à tous les renouvellements à chaque année. Donc, c'est super important. Comme ça, ben, vous avez son assurance. S'il arrive quelque chose, que c'est vraiment, on est sûr et certain qui est responsable, parce que c'est sûr, si c'est un dysfonctionnement des équipements de l'immeuble, ben, c'est quand même votre responsabilité, même si c'est lui qui est allé aux toilettes. Si c'est un dysfonctionnement de l'équipement, c'est la responsabilité du propriétaire. Cependant, si la responsabilité du locataire peut être prouvée, là, on va y aller du côté de la réclamation de l'assurance du locataire. Puis ça, votre courtier, là, c'est dépendamment, là, si votre courtier il s'investit beaucoup là-dedans. Nous, on est spécialisé en immobilier, donc on est toujours là pour assister, pour aider. Mais oui, on irait plus réclamer du côté de l'assurance du locataire pour protéger votre dossier. Excellent. Merci, Alison, du complément d'information. On va revenir tantôt avec Marie-Josée Boivin qui a une question, mais je voulais occuper un petit peu notre ami Jean-Pierre Dussault qui est avec nous. Donc,
On va prendre une question de Patrice Robitaille à 12h11, JP. Donc, comment voyez-vous le futur du marché si cela augmente de 20% par année pendant les prochaines décennies? Cela va-t-il étouffer les proprios? Je ne sais pas si tu as compris la question, JP. Oui, comment voyez-vous le futur du marché si cela augmente de 20% par année pendant les prochaines décennies? Là, va-t-il étouffer les proprios? Ben, comme disait Régis et Allison, c'est une grosse année présentement. Est-ce que ça sera toujours comme ça? Peut-être pas. Même sans doute pas, là, on ne se le souhaite pas. L'autre chose, évidemment, ça fait partie des dépenses que vous pouvez repasser aux locataires. Je comprends qu'à un moment donné, il y a une limite, mais on dit souvent que les changements, c'est local, ça nous appartient. Fait comportez-vous le mieux possible. Soyez le plus droit dans la gestion de vos bâtisses. Faites vos travaux de prévention. Soyez à jour. Payez vos prêts à chaque mois. Il n'y a pas de défaut de paiement. Jardinez votre jardin, comme on dit. Occupez-vous de vos propres choses pour garder votre dossier le plus beau possible pour justement avoir des primes raisonnables. Donc, de là à être fataliste, ça va-tu augmenter 20-30% par année? À un moment donné, là, il y a une capacité de payer. Mais gérons ce qu'on est capable de gérer. Moi, j'essaie de réclamer le moins possible. Je suis client avec Régis et Allison. Mes déductibles sont très hauts, sont à 10 000. Mais j'essaie de me comporter en bon propriétaire, en bon gestionnaire. Puis je contrôle ce que je peux contrôler. Donc, ça serait pas mal ma réponse. Excellent. Ouais. Excellent, merci JP. Donc, Marie-Josée Boivin, l'assureur peut-il exiger que l'accès à l'immeuble soit contrôlé? Sinon, quelles sont les conséquences pour un 8plex, par exemple? Oui, en fait, là, oui, c'est vrai que la majorité en ce moment des assureurs exigent que ça soit un accès contrôlé. Donc, soit que ça soit juste tout simplement barré, une poignée qui barre automatiquement, puis qui personne peut entrer, ou un intercom. C'est sûr que c'est pour éviter les gens qui entrent en plein milieu de la nuit, ils font du vandalisme. C'est quand même arrivé souvent. Donc, c'est pas pour rien que la majorité des assureurs l'exigent en ce moment. Puis aussi, il y a eu des cas, beaucoup de sans-abri qui restaient dans les aires communes. Donc, oui, effectivement, ils ont le droit de l'exiger. Ils peuvent tout simplement refuser de vous assurer ou même ils font des vérifications au renouvellement. Puis quand ils découvrent finalement que c'est pas contrôlé, ils vous donnent soit un délai pour le faire. Si vous le faites pas, ils peuvent annuler. Là. Mais c'est sûr que ça vaut la peine de le faire, de contrôler l'accès, parce que vous avez accès à beaucoup plus d'assureurs en faisant ça. Excellent. Hey, merci. Parlant d'accès d'assurance, d'assureur, Allison ou Régis, une question qu'on me pose souvent, là. Moi, je suis en train de faire un flip. Qui assure ça? Comment je fais ça? Est-ce que j'appelle l'assureur direct ou le courtier en assurance? Ça va vraiment avec un grossiste. Si tu veux vraiment faire de quoi de beau, de quoi de bien, tu fais affaire avec un courtier. Moi, j'ai 2 grossistes que je travaille régulièrement avec eux. Et puis, j'ai un autre, un assureur direct à qui je peux faciliter, sauf que les taux sont trop élevés parce que quand tu tombes en haut de $1 du 100$ pour assurer un immeuble vacant en rénovation, ça commence à être du jus. Et puis, on sait très bien que ça exclut le vandalisme, le vol. C'est pour ça que ce qui est important pour moi, c'est vraiment que l'assuré assure son immeuble avec la partie existante plus la partie rénovation. Parce que si jamais tu assures que la partie existante, puis là, le feu pogne, puis tu en as le 3/4 de fait, tu viens de tout perdre ce que tu as payé. Fait que t'es pas d'avance. Parce qu'il y en a beaucoup, vu que ça coûte cher, ils disent assure-moi-les, assure-moi-les à moitié. Mais là, tu as la règle proportionnelle qu'il faut que tu respectes. Vous savez, la règle proportionnelle est importante, 80% en majorité du temps, mais il y en a que c'est 90%, mais c'est 80% en généralité. Mais pour un flip, on y va avec un courtier d'assurance, un cabinet. Puis le cabinet va y aller normalement avec un grossiste qui va faire confiance au courtier, puis que le courtier va vraiment poser les bonnes questions, à savoir, tu rénoves, c'est quoi ta partie existante, tu fais quoi, le temps. Ce qui est important, c'est de savoir combien de temps, qui va faire les travaux, puis combien tu vas investir en argent.
Fait qu'avec ça, là, c'est important. Avec ça, le courtier va analyser, faire une police d'assurance avec une période X, 6 mois minimum en montant. Puis après ça, ben, tu peux transformer ta police. Si elle est à vendre, ben, tu pourrais, si tu as pas mal le volume du client, le portefeuille, tu pourrais avoir un taux beaucoup plus bas par la suite, une fois qu'elle est terminée, puis qu'elle est à vendre, parce qu'il y a des visites. Ça veut dire quand tu as des visites, il y a du monde qui y va régulièrement, à part toi. Ça veut dire ça devient un risque moins hasardeux puis moins dangereux que les travaux sont terminés. C'est pour ça que je vous dis, faites affaire avec un courtier, puis vous allez avoir des bons assureurs. C'est des grossistes qui vont se mettre, ils vont faire une police à 2 ou 3 têtes, ils vont se mettre 2 ou 3 assureurs ensemble pour faire le même emplacement à assurer. Excellent. Merci, Régis. On vous rappelle que vous pouvez partager, on vous invite à partager le live pour courir la chance de gagner un des 3 certificats cadeaux de 50 $ applicables à une formation à la carte. On est quand même 160 personnes. Merci d'être là en si grand nombre à chaque lundi. On est très heureux d'être là. Je vais sauter quelques questions parce que je n'irai pas nécessairement en ordre. Il y a des questions qu'on a répondues de certaines personnes, puis je vais laisser la chance à plus de gens possible. Si on a du temps, je reviendrai sur des questions de Marie-Josée et de Vincent, où on a déjà répondu. Éric Mercier, si on veut mettre tous les renouvellements d'assurance à la même date, parce qu'on entend ça souvent, je vais mettre mes assurances à la même date, je vais avoir un pouvoir de négociation avec l'assureur, mais c'est quoi la meilleure façon, puisqu'il y a déjà des contrats, des fois signés, puis qui sont là pour 1 an, donc comment on fait ça? C'est-tu faisable ou? Ouais, c'est faisable, Yvan, je vais répondre. C'est faisable, mais je ne le conseille pas. Ceux qui vont te conseiller ça, ça va être les assureurs directs, les Desjardins de ce monde, parce qu'ils n'ont pas d'autres assureurs. Ils ne connaissent pas le marché. Ils connaissent leur marché. Moi, je suis courtier, je suis obligé de savoir 20-25 assureurs. Fait que c'est pas une stratégie, jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Ne jamais, jamais, jamais. Jamais. Je pas Régis sans nécessairement tous les mettre dans le même panier, mais d'avoir, je ne sais pas, 2, 3 assureurs, mais d'avoir des dates qui sont proches pour pouvoir avoir un pouvoir de négociation. Encore une fois, je ne suis pas pour ça, dans le sens que dans une année, il peut y avoir 3, 4 périodes que l'assureur va augmenter ou diminuer ses critères de souscription. Fait que si le marché est bon, on est rendu, l'assureur a faim, on est au mois de novembre, mais ça va bien aller. Ça peut être, mais l'assureur peut si bien avoir faim au mois de juin. Parce que le gros marché, c'est de exactement mars aller au 30 juin. Ça, c'est le gros marché. En haut de ça, les assureurs, ils ont plus faim. Mais encore une fois, moi, la date, pour moi, n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de connaître ton marché, mais avant, connaître ton client. Quelle sorte de profil de ton client, c'est quoi son profil? C'est-tu un investisseur qui s'en va investir des petits plex dans un secteur congestionné? Tu es à Montréal, tu es dans le Vieux-Québec, ou c'est un investisseur qui est dans le 8 et plus, puis il va un peu partout dans la province de Québec. Là, tu viens de mélanger ton jeu de cartes, là. C'est pas tout le monde qui va partout. C'est pour ça que moi, pour ce qui est des dates, je vois aucun avantage. Je vois beaucoup plus de désavantages parce qu'il y a des périodes que les assureurs vont être plus ouverts, plus flexibles, parce qu'ils ont plus faim. Okay. Ça va dépendre de ce qui va arriver. Un assureur qui vient de payer une ferme 10 millions, une porcherie, il n'aura pas faim. Hein. Même si tu t'en vas dans l'immobilier, là, il n'aura pas faim. Là, il est en perte, là, ça y prend à peu près 8 millions de primes pour payer sa perte. Là. Fait que c'est impossible. Fait que là, ça dépend tout le temps comment il vit le présent. Là. Pas tout le monde qui est de même. Là. Fait que c'est pas tout le monde qui a les mêmes risques. Fait que c'est pour ça que je vous dis, pour moi, la date n'est pas importante. Ce qui est important, là, c'est l'assuré qui est devant moi. C'est quoi son profil? C'est-tu un profil d'investisseur de petits plex, de gros plex, dans le trafic, dans le secteur congestionné? Il achète-tu de la scrap, on en a acheté, nous autres, là, des centaines là, pour le rénover. Bon, ben, encore une fois, c'est pas tous les assureurs qui vont y aller. Là. Fait que pendant une période de temps, ça va coûter cher parce qu'il faut aller avec un grossiste. Puis après ça, ben, tu t'en vas avec un standard. Une fois que tu as rempli l'immeuble,
C'est pour ça que pour moi, les dates, là, je me le fais pour demander souvent. Le seul avantage que je vois, là, c'est les directs qui vont vous arriver avec ça. Parce qu'ils n'ont pas d'autres produits à présenter autres que leurs produits. Tandis que nous autres, on a plein de produits, puis on va savoir que, regarde donc, cet assureur-là, là, il y a eu son trimestre, il vient de sortir, il est bon, il va donner des flex, il va être plus ouvert en nouvelle affaire. C'est vrai. Mais on peut pas deviner là, le futur, mais je vous le dis, je vois aucun avantage à mettre ça toute la même date. OK, excellent. Merci, Régis. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu es toujours là. Bien sûr. Oui, tu sais, toi, as-tu des clauses que tu mets dans tes règlements d'immeuble ou des trucs par rapport aux assurances que tu dis, ben, moi, je fonctionne comme ça, puis ça va bien, ça m'a évité des erreurs dans telle situation. C'est quelque chose que tu voudrais partager là-dessus? Tu prends un peu le Oui, point. certainement. Oui, ben non, pas de problème. Alison l'a dit tantôt. Moi aussi, je le demande dans l'annexe au bail, une preuve de police d'assurance, dommages, responsabilité. Et on la redemande au renouvellement parce qu'il pourrait s'assurer seulement pour 1 an, juste pour satisfaire le gestionnaire ou le propriétaire, puis ensuite dire, ben garde, de la merde, je laisse ça de côté. Donc, on la redemande au renouvellement. Ça pourrait être dans votre lettre de renouvellement. Donc, avec l'avis d'augmentation et s'il y a des changements de conditions au bail, mais vous pourrez réitérer que la preuve d'assurance est exigée. Dans des cas d'appartements tout meublés, c'est plus l'assurance responsabilité civile, mais sinon, on la demande. Quoique, je crois qu'au Québec, légalement, c'est une des rares places au monde où est-ce que je pense qu'on ne peut pas forcer à l'obtenir, mais moi, j'ai jamais eu de problème à la demander. Puis les gens la fournissent. Merci, JP. Question d'ordre général. On pose la question pour Montréal, mais je pense que ça peut s'appliquer pas mal à la province de Québec. C'est Jonathan CW. Nécessité d'une assurance tremblement de terre à Montréal, mais Québec aussi. Tremblement de terre, là, on entend souvent ça, mais ça vaut-il la peine ou pas pour le risque qu'on a d'avoir le tremblement de terre ici? Même? On fait quoi avec ça, là, nos amis? Alison, peut-être? Oui, ben, non, mais pour vrai, mon père, pour le tremblement de terre, il peut en dire long. Fait que je vais y laisser la parole pour le tremblement de terre. Excellent. Okay. Moi, le tremblement de terre, il y a des choses qu'on a une obligation, c'est-à-dire tout immeuble qui est garanti par la SCHL, vous avez l'obligation d'avoir le tremblement de terre, l'inondation, le refoulement d'égouts, un produit étendu, tout risque. Vous avez l'obligation de mettre assuré additionnel, OK, c'est-à-dire la SCHL via la banque. Et puis également, si la police est résiliée en cours de terme, pour peu importe la raison que ce soit, aggravation de risque, mal payé, là, des paiements qui ne passent pas, bien l'assureur, la SCHL et la banque vont recevoir un avis écrit à l'intérieur de 30 jours disant que la police est résiliée pour telle raison. Et là, dans ce temps-là, la SCHL nous appelle et nous dit, es-tu capable de le placer ailleurs? On va payer la police. Par contre, la SCHL, il y a juste ceux qui, PGE, il y a juste ceux qui exigent le tremblement de terre. Le tremblement de terre, c'est à la discrétion de chacun de vous. Ça dépend jusqu'où vous êtes capable de tolérer. En tant qu'investisseur immobilier, moi, étant donné que le tremblement de terre ne coûte pas si cher que ça, puis s'il arrive de quoi, n'oubliez pas, le gouvernement va payer juste pour votre résidence principale, pas pour vos immeubles à revenus. Il va vous indemniser pour votre résidence principale jusqu'à une limite de X. C'est revisé chaque année, un peu comme l'inondation qu'il y a eu sur Sainte-Marthe sur le lac. C'est pour ça que je vous dis, faites le calcul combien ça coûte. Puis au bout de la ligne, c'est votre locataire qui paye. C'est tous des frais qui se transfèrent sur le loyer que vous pouvez mettre. Si vous augmentez d'année, mettez l'augmentation avec les preuves. Moi, c'est à la discrétion de chacun quand vous avez une hypothèque conventionnelle. Mais personnellement, moi, on les met partout dans tous les immeubles. Excellent.
Merci, Régis. Merci. J'ai une question pour Alison. Une erreur là, fréquente que tu rencontres, là, que les gens font, là, tu sais, qui leur coûte cher ou en matière d'assurance. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Que les gens font comme erreur? Les gens font comme erreur, en fait, c'est de vouloir assurer pour le minimum. Même si je leur dis, ben, souvent, ça arrive, là, les revenus locatifs. Ils nous demandent, admettons, ben, justement, de pas les avoir. Moi, je leur dis, c'est important. S'il arrive une réclamation, si sur 6 logements, il y en a 5 qu'il faut relocaliser, ben, l'assureur, lui, pendant la réclamation, lui, il va localise ailleurs. Puis lui, ben, il peut pas payer 2 loyers. Fait c'est à ce niveau-là, c'est important. Puis c'est arrivé, justement, il y a eu un sinistre. Puis il a fallu il n'y avait pas de loyer qui lui revenait parce qu'il a refusé de prendre la garantie des revenus locatifs. C'est une garantie que tout le monde dit, ah, j'en ai pas besoin, c'est correct. Non, mais pour vrai, c'est bon de la prendre. Puis, autre erreur aussi, c'est au niveau des refoulements d'égouts. C'est les gens, ils pensent, ah, 20 000, c'est assez. Honnêtement, 20 000 aujourd'hui, avec tout le coût des matériaux, la main-d'œuvre, les salaires sont très élevés. Avec 20 000, tu fais pas grand-chose. Donc, écoutez votre courtier. C'est sûr, votre courtier, il faut que ce soit un courtier qui est spécialisé là-dedans. Mais si votre courtier vous dit, ben moi, j'irai à 50 000, le sous-sol est tout aménagé, tout ça, ben vous devriez l'écouter parce que 20 000, honnêtement, si votre sous-sol est tout aménagé, vous ne ferez pas grand-chose. OK, excellent. Merci, Alison. Jean-Pierre, une question pour toi, plus générale. Je connais un peu ta réponse, mais quand même, c'est Lionel Bassol. Elle est longue un peu la question, je vais te la résumer, là, mais il est intéressé à acheter des immeubles à revenus dans les prochains mois. Il dit, pour une personne de mon profil, mais on ne connaît pas ton profil encore, Lionel, est-ce que d'aller dans des 6 et moins, ça serait bien pour lui? Puis à la lumière de ce qu'on voit pour les assurances. Donc, d'un point de vue assurance, est-ce que ça vient d'aller dans le 6 et moins? Donc, je ne sais pas si tu es capable de faire un petit bout là-dessus. Pas facile comme question, là, mais... Oui, ben, ça revient un petit peu à ce que Alison parlait un petit peu plus tôt, puis Régis, dans quel secteur? Est-ce qu'on est dans le secteur congestionné ou pas? L'année de construction, la qualité des rénovations, est-ce que la plomberie, l'électricité ont été entièrement refaites, partiellement? Donc, je pense que peu importe la taille de l'immeuble, ça dépend de ce que c'est et du risque pour l'assureur. Puis comme je vous dis, c'est payant de prendre vos responsabilités. Puis je sais que certains doivent se dire, ben, j'achèterai pas de vieilles bâtisses. Ça peut être une erreur. On fait attention. Les vieilles bâtisses, souvent très bien situées. Les constructions étaient bonnes. Moi, je des bâtisses, Vieux-Québec, Montcalm. Écoutez, les fondations, les structures sont excellentes. Par contre, effectivement, il faut souvent les rénover de façon importante. Des fois, c'est un curtage, ça vaut bien même moins cher des fois de curter l'appartement qu'essayer de rafistoler les choses. Et les assureurs aiment ça. Et vous dormez bien. Parce que tout est réglé dans l'immeuble. Fait que je dirais vraiment, ma réponse, là, finalement, à la question de Lionel, là, c'est ça. Année de construction, rénovation, le secteur, comme on disait tantôt, quand c'est congestionné, il y a des assureurs qui vont vouloir répartir le risque. Ça fait trop de risques dans un même code postal ou sur une même rue. Mais c'est pas vraiment, je pense pas que ce soit lié à la taille de l'immeuble nécessairement. OK, excellent. Une question de stats soins, en lien un petit peu avec ce que tu as dit, JP. Donc, des fois, on a des immeubles qui sont vieux, tout ça, puis on sait qu'il y a eu des époques, il y avait du filage d'aluminium. Comment on gère ça? Là? Comment on perçoit ça, Régis et Alison, une ou l'autre, des deux personnes? Filage d'aluminium, comment ça se traite d'un point de vue assurance? C'est sûr que le filage d'aluminium, la majorité des assureurs partent en courant. Certains, ils vont accepter s'il y a une attestation d'un maître électricien.
Ça, dès le départ, dites-les tout de suite, comme ça, vous allez savoir, parce qu'il y en a qui donnent juste même pas de prix sans avoir eu de l'attestation. Fait que si vous voulez vraiment pouvoir entamer le processus rapidement, appelez-les, dites-lui tout de suite, bon, là, j'ai du filage d'aluminium, c'est quoi la suite? Donc là, ils vont vous dire, bon, ça nous prend une attestation. Il y en a beaucoup, c'est ça, ils voudront juste pas assurer. Donc, c'est certain, là, moi, je conseille fortement de le changer. Parce que oui, ok, ça peut sembler oui, une grosse dépense en effet, sauf qu'au bout du compte, vous allez l'économiser en assurance. Parce que des fois, ben, ça peut arriver, filage d'aluminium, et puis finalement, le maître électricien il dit ben moi, je peux pas te faire d'attestation que c'est conforme. Donc, tu es obligé d'aller au non-standard. Au non-standard, ben, il faut s'attendre à au moins une prime du triple de ce qu'on paierait au standard. Donc, c'est une grosse dépense au début, mais si vous économisez ben, 3 fois moins le prix d'assurance que vous payeriez au non-standard, mais ça vaut la peine. Excellent. Merci, merci Alison. Merci à ceux qui ont partagé le live. On est quand même 164 encore, donc merci d'être là comme à chaque lundi. On a une question de Éric Bourbeau. Doit-on toujours avoir des clauses d'arbitrage dans nos polices ou si la médiation est suffisante en cas de perte majeure? Alison ou Régis? Ça va être du côté de mon père, s'il est encore là. Je n'ai pas compris la question, Yvan. Je répète, doit-on toujours avoir une clause d'arbitrage dans nos polices où la médiation serait suffisante en cas de perte majeure? Est-ce que ça dit quelque chose? Lorsqu'il arrive une perte majeure, vous allez me trouver un peu spécial. Moi, j'ai toujours pris la défense de l'assuré. Quand vous arrivez avec une perte qui dépasse plus de 100 000 $, je conseille fortement les gens de se prendre un expert en sinistre au service de l'assuré. Comme ça, lui, c'est tout le mot à mot de la police que vous avez. Nous, on n'est pas un expert en sinistre, on est un courtier, puis on va vendre le meilleur produit disponible sur le marché selon l'emplacement présentement qu'on va assurer. Alors, ce que je conseille, les experts chargent entre 5 et 12 %. Ça vaut vraiment la peine parce que des fois, ils vont aller vous chercher le double du coût de ce qu'ils vont vous charger comme frais. Puis, je vous le dis, à date, j'ai eu des 400 000 $, des pertes. Les gens ont toujours été gagnants au niveau de se prendre un expert en sinistre au service de l'assuré. OK, merci Régis. Merci. Marie-Joëlle Tremblay, naturopathe. Un petit blog en passant. Lorsqu'on débute notre parc, devrait-on s'assurer au commercial tout de suite ou commencer au personnel? En fait, ça dépend. Tout est relatif, c'est sûr. Si c'est des triplex, ben puis c'est notre premier ou notre deuxième, peu importe, ça va plus au particulier. Il y a même des assureurs qui sont vraiment by the book à ce niveau-là. Si c'est 6 logements et moins, ça va au particulier, c'est non négociable. Puis il n'y a pas de commercial là-dedans. Il y en a d'autres qui vont se dire, bon, ben, au-dessus de 5 emplacements, nous, on veut que ce qui excède ça, ça va au commercial. Donc, ils vont commencer au particulier dans le 6 logements et moins. Puis après ça, ça va aller au commercial quand ça va être plus de 5 emplacements. Mais vraiment, c'est propre à chaque assureur parce qu'il y en a d'autres qui veulent rien savoir. Les 6 logements et moins, ça va pas au commercial. Il y a pas de négociation là-dessus. Ils veulent rien savoir. OK, merci. Merci. Une question qui est apparue là, de Jean-Philippe Claude dans sa voiture. Expliquez la règle proportionnelle aux gens. Quoi ça en retourne, tout ça? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on fait avec cette règle proportionnelle-là? Ça va être un peu trop long ici. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait envoyer de la documentation. Moi, je pourrais envoyer ça au club immobilier. Ben non, Régis, ce qu'on va faire, excuse, je te coupe. Ce qu'on va faire, c'est que le chat est toujours disponible. Hein? Le chat, il va rester là pendant jusqu'à temps que Facebook le ferme. Donc, tu pourras aller inclure un document, si tu veux, là, dans le chat. Ce qui est important à la règle proportionnelle, c'est qu'il faut vraiment avoir le coût de reconstruction, le bon coût de reconstruction en cas de perte totale, OK? Le bon coût de reconstruction en cas de perte totale, il faut que tu fasses faire ça par un évaluateur agréé.
il va te sortir une valeur économique, mais tu lui demandes de te sortir une valeur du coût de reconstruction en cas de perte totale. Il n'y a aucun courtier qui est capable, qui est professionnellement, ne peut s'engager sur un montant. On peut en parler parce qu'on est là-dedans, on vit dans l'immobilier, c'est 170, 180 pièces du pécor et plus les frais de débris. Après ça, tu arrondis. Mais ce qui est important, c'est que si tu as la bonne valeur au départ, bien là, ta vraie règle proportionnelle, ton 80 en général, c'est 80 la règle proportionnelle. OK, là, puisque tu puisses avoir les mêmes protections que tu as sur ton contrat, il faut commencer par la règle proportionnelle, la respecter. Et pour la respecter, ben, si tu ne la respectes pas, ben, tu vas être pénalisé lors d'une perte partielle. C'est que tu vas être payé au prorata de la prime que tu aurais dû payer en réalité. OK? Et si l'immeuble coûte beaucoup plus cher, bien là, tu vas avoir une valeur au jour du sinistre parce que tu n'auras pas de valeur à neuf, tu n'es pas dans la règle proportionnelle. Fait qu'il va y avoir une dépréciation que tu vas devoir compenser, puis tu vas être assuré pour le montant écrit sur ton contrat d'assurance, 200 000. Je viens d'en vivre un, là. Tu es assuré pour 200 000, le client, il n'est pas assuré que moi en passant. Puis, ça coûte 426 000 de reconstruire. Et que le client va être il y a une perte totale. Il ramasse le 200 000 moins la franchise. Mais ça, il faut qu'il débourse 286 000 de sa poche pour reconstruire l'immeuble. Fait que c'est un peu plate, là. Parce qu'il ne voulait pas payer cher. Puis c'est vrai que ça coûtait cher parce que c'est une maison de chambre à Montréal. Mais la personne ne voulait pas payer plus cher que ça parce que ça coûtait pas loin de 10-12 000 pour 200 000 parce que c'est des itinérants qu'il y a dans cette maison-là. Fait que je suis sur ce dossier-là. Je ne suis pas le courtier, mais je vais être le prochain courtier. Je suis en train de régler, d'aider le courtier au niveau de l'indemnité parce que c'est important d'être bien assuré pour que toutes tes clauses, tu puisses les respecter. Puis pour en arriver là, ben, si tu prends-toi 500-600 $, c'est un investissement pour 5 ans pour que l'évaluateur agréé va sortir le coût de reconstruction en cas de perte totale. À chaque année, une fois que tu as ça, tu augmentes de 3 à 5 ce coût-là dans le but de l'indexation de l'inflation annualisée. Fait que comme ça, tu es correct pour 5 ans. Puis même, des fois, tu peux tirer à sauce jusqu'à 7-8 ans. Fait imaginez-vous, là, 500-600 $, il est amorti, puis tu es comme bien protégé. Le courtier n'est pas protégé parce que le courtier n'est pas un expert en évaluation. Non, le courtier va vous aider, mais il n'est pas un expert. Son mandat, c'est de vous sortir le meilleur produit disponible pour vous et pour votre emplacement. C'est ça le mandat. OK, excellent. Merci, Régis, de cette réponse exhaustive. On salue François Bray qui dit bonjour la gang du CIQ. Salut François, on est content que tu sois là. On a une bonne question là, de Stat Soin. Qui va apparaître sur la police d'assurance dans le cas d'un prête-nom, le véritable propriétaire ou le mandataire? Je vais parler là-dessus, Yvan. Ce que vous devez savoir, mêlez pas la banque, la fiscalité et puis l'assurance. Peu importe qu'il y ait un prête-nom, moralement, l'assureur ne veut pas le savoir. Parce qu'il peut refuser le risque. Fait que l'assurance qu'il va payer, il va payer ce qui est au registre foncier. Pas compliqué. Au registre, l'immeuble appartient à telle personne. Y a-t-il un créancier? Oui, parfait. Chèque fait au nom des... S'il y a 4 propriétaires puis il y a un créancier, chèque va être fait au nom des 4 plus le créancier. Point à la ligne. Pour ce qui est des prête-noms, c'est pas... moralement, c'est pas bien vu dans l'assurance. OK, merci. Est-ce que les compagnies d'assurance, c'est Elias en passant qui pose la question de JP, donc est-ce que les compagnies d'assurance assurent les immeubles qui ont déjà eu des présences d'insectes ou d'animaux nuisibles ou d'infiltration d'eau, mais que les problèmes ont été réglés? Oui.
Oui, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Il y a des assureurs, si on est capable de prouver, on faut tout dire à l'assureur, puis on dit qu'est-ce qu'on a fait, les mesures qu'on a faites suite à ça, le problème est corrigé, et puis ça va rentrer dans la souscription. Il peut y avoir une petite surprime de 5-10 %, mais normalement, s'il n'est pas dans un secteur congestionné en plus, il va aller d'un assureur standard, puis je vois aucunement pourquoi il serait refusé s'il y a eu correction par un professionnel. OK. Good. On se dirige vers la fin de ce lunch immobilier. On n'est pas encore terminé, mais on va au dessert bientôt. Pendant que Sandra nous donne les noms des gagnants là, pour le 50 $ de certificat cadeau applicable à une formation à la carte, on va prendre une autre question de Hélène Larose. Donc, Monsieur Cloutier ou Madame Allison, assurez-vous à Montréal ou seulement à Québec ou dans la province de Québec au complet? On assure partout au Québec. Donc, Montréal, il n'y a pas de problème. Là, ça peut, tant que c'est dans la province de Québec. Okay. Partout dans la province de Québec. Puis depuis 1er juin, on assure en Floride. Fait qu'on a un cabinet en Floride associé qui est situé à Miami. On assure tous les condos, les multiplex, puis les immeubles à revenus, les automobiles. Les automobiles en Floride, c'est des polices 6 mois. Puis les polices habitation, c'est des polices 1 an. Fait que depuis le 1er juillet, vous nous appelez, on place votre risque en Floride. Il s'agit qu'on ait votre risque principal ici au Québec. OK, excellent. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne touchez pas? Il y a des produits disant, nous, on ne touche pas à ce genre d'immeubles-là? Non, les immeubles, on touche à tout. Il y a des choses, les seules choses qu'on ne touchera pas, ça va être au niveau des gratte-ciels, là, parce que présentement, les gratte-ciels sont 80-70% vides. Puis là, ils ne savent pas ça va être quoi le nouveau statut qu'ils vont avoir, parce que tout le monde se demande qu'est-ce qui va arriver. Même après que le COVID va être parti, ben, il y a plusieurs grosses compagnies qui disent qu'il va continuer un peu en télétravail. Fait que ça va prendre des solutions tantôt. Fait que les solutions, ben, les gros problèmes qu'il va y avoir tantôt, c'est les immeubles de 60-75 millions en montant. Assurer à trouver des réassureurs, puis des assureurs. Surtout le leader. Trouver le leader qui va vouloir prendre le lead à l'intérieur de la police à 3 ou 4 têtes. OK. Dans le registre 1, 2, 1, 2. Je m'entends parler tout d'un coup. Tu parlais registre d'immeubles de 50, 75 millions. Oups, j'entends un feedback de mon bord. Je ne sais pas si c'est normal. En tout cas, oui, on l'entend. Donc, là, ça semble mieux. Tu as parlé d'immeubles de 50, 75 millions, tu sais, des gros propriétaires. Fait que je vais faire un beau lien avec François Bray. François Bray, pas gros dans le sens physiquement, mais il détient plusieurs immeubles. Pose une question. J'aimerais avoir votre opinion sur une police d'assurance responsabilité civile de 5 millions. Est-ce suffisant ou devrais-je avoir plus? Du côté de mon père. OK. 5 millions, il veut de la civile à 5 millions. On parle-tu d'un immeuble à revenus? Oui, connaissant François, c'est sûrement un immeuble à revenus. Un immeuble à revenus, ça va dépendre s'il est collé de chaque barre, parce que si jamais il y a un incendie, son incendie, si ça part de chez lui, il peut être responsable de la propagation du feu. Fait que c'est pour ça que 5 millions, c'est pas gros, mais il faut que tu checkes les 3 prochains voisins, ça totalise combien? Fait que ça peut aller jusqu'à 3 pâtés de maison. Fait que normalement, 5 millions, c'est suffisant, mais puis ça coûte le double de 2 millions à peu près. C'est pas X montant du million, c'est à peu près le double pour se rendre à 5 millions. OK, excellent. Excellent, good. On va prendre une autre question. Après avoir donné les gagnants là, des certificats cadeaux de 50 $, on a Guylaine Doré, qu'on salue, qui une assidue des questions et réponses. Donc, Guylaine, vous appelez au bureau, appelez Julie au bureau. On pourra mettre dans le chat tantôt le numéro de téléphone du bureau. On a également Gilles Sauvé et Daniel Nato. Donc, je répète, Guylaine Doré, Gilles Sauvé et Daniel Nato se méritent un certificat cadeau de 50 $ applicable sur une formation à la carte. On a, comme
Dernière question, ou presque. Là, il y a Pierre Poliquin qui pose une bonne question. Je possède. Non, ça peut se passer, il a posé une autre question. Quel est le nom de votre film? OK, ça c'est facile. C'est le groupe BCM. Donc, on pourra peut-être mettre dans le chat tantôt le lien vers leur site. La question est, assurez-vous des propriétés hypothéquées avec des prêteurs privés? Est-ce qu'il y en a des prêteurs privés en matière d'assurance? Y a-t-il quoi de spécial là-dedans, vu que le risque est plus grand? C'est sûr qu'il y a certains assureurs qui refusent de le faire, oui, mais en général, là, on réussit à placer tout le monde. Bon, on place tout le monde, on essaie juste de les placer au standard. Des fois, ça peut arriver dépendamment du prêt, parce que c'est sûr, des prêts à court terme, des gros montants avec des taux élevés. C'est les taux élevés qui font peur, surtout. Donc, fait que ça peut aller dans le non-standard quand c'est des taux très élevés. Mais sinon, quand c'est plus raisonnable, on est souvent capable de le placer au standard. Et est-ce que un assureur regarde s'il y a une deuxième hypothèque derrière une première? Donc, si justement il y a un prêteur privé, est-ce que ça, ça les dérange, ça les chatouille qu'il y ait un deuxième rang à plus haut risque? En matière de réclamation, ça doit être plus fréquent, j'imagine. Ouais, ben c'est sûr. Ben, il faut le dire ça dès le début, de toute façon, là, c'est important, fait qu'on sait son opinion tout de suite. C'est sûr que ça fait plus peur. Encore là, ça dépend du courtier, comment il présente le dossier. Nous, chez Groupe BCM, on est spécialisé en immobilier. On présente bien nos dossiers. Il y en a, ils peuvent présenter le dossier, ils vont être refusés. Puis tandis que nous, on va arriver, on va présenter le dossier, puis ça va être accepté. Tout est dans la présentation du dossier aussi. Votre courtier vous représente. Assurez-vous d'être bien représenté. Excellent, excellent. Donc, comme mot de la fin, JP, est-ce que tu aurais un petit quelque chose pour les gens? Un petit conseil avant de céder la parole à Régis et Alison? Oui, merci. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Profitez de vos travaux de rénovation pour régler des choses. Puis même si c'est un 2000 de plus, payez-le. Quelques exemples en tête. Vous rénovez un appartement, puis vous êtes dans la salle de bain. C'est quoi d'ouvrir le plafond pour avoir accès à la plomberie de l'étage au-dessus? Souvent, on est en vis-à-vis sur la plomberie. Et à ce moment-là, si ça vous permet de changer les longueurs d'anciens tuyaux de fonte, mettre de l'ABS, puis moi, je l'ai fait dans quelques logements cette année, un immeuble d'une centaine d'années, puis un drain d'à peu près 2 pouces, il restait, je vous dirais, à peu près la grosseur d'un stylo, là, pour tellement que ça a été encrassé, puis que l'eau avec la fonte, enfin, un mélange de plein de choses, de cheveux, puis tout ça, qui, avec le temps, a refermé les tuyaux. Fait qu'on est allé changer les longueurs. Même chose si vous faites une conversion de chauffage. S'il y a lieu, changez vos panneaux électriques et refilez entièrement. Là, on repasse le filage vers nos nouveaux convecteurs, nos nouvelles plaintes électriques. Fait que c'est réglé. Et ensuite, on est capable de dire à notre assureur, ben voici ce qui a été fait. Et on est perçu comme un bon gestionnaire, un bon propriétaire, on cultive une relation de confiance. Donc, soyez à jour avec votre courtier d'assurance. Tenez-le au courant, vous refaites une toiture. Hey, la toiture est flambant neuve, je l'ai refaite, voici les factures, numérisez ça, envoyez-le. Donc, quand on est à jour, on a une relation de confiance. Souvent, on a le meilleur produit disponible sur le marché. Notre courtier d'assurance nous fait confiance. Et honnêtement, c'est gagnant-gagnant. Nos primes sont raisonnables. Tout se tient. Excellent. Sage conseil. Merci, JP. Merci beaucoup d'avoir été là. Régis, un petit mot de la fin pour toi avant de passer à Alison. Régis. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On ne t'entend plus. On n'entend plus Régis. Alison, pendant que ton père se réinstalle. OK. Vous m'entendez? Oui. OK. Moi, je dirais en terminant, ce qui est important, quand vous savez déjà que vous achetez un immeuble qui est à fusible, qui a du filage d'aluminium, présentez-vous tout de suite, faites faire des soumissions tout de suite, parlez, dites tout à votre courtier, puis essayez de faire ça à l'intérieur de 30 jours. En ayant déjà vos soumissions déjà faites,
Nous autres, on va pouvoir y aller plus avec le souscripteur. On va demander plus parce qu'avant, on avait 30 jours, 60 jours pour le faire, 6 mois. C'est fini, ce temps-là. Là. C'est fini. Maintenant, parce que pourquoi que c'est fini? Parce que les gens, ils ont triché. Il y a des gens qui ont triché. Alors, je vous dis, trichez pas. Quand vous faites des rénovations, profitez-en pour changer votre plomberie, chauffage, électricité. Quand vous pouvez le faire, encore une fois. Fait que vous le faites. Puis tenez votre toiture toujours à 25 ans et moins. Que ce soit en membrane élastomère, goudron, gravier, puis bardeau d'asphalte, 20 ans et moins. Changez-les. Là, vous allez avoir un bon produit, une formule étendue, un touriste, puis vous allez être en voiture, puis on a d'autres produits qui, si vous avez une perte totale, vous pouvez reconstruire sur un autre terrain, vous pouvez vendre votre terrain, puis vous dites, tant qu'avoir un immeuble neuf, moi, je vais le construire où est-ce qu'il y a un endroit qui a juste des neufs. Fait que ça fait gagnant-gagnant, puis vous vendez votre terrain en plus. OK, bien merci. Merci, Régis. Alison, un petit conseil pour terminer? Mon conseil, ça serait d'aller vers un courtier qui est spécialisé dans l'immobilier, évidemment, parce que c'est pas tous les courtiers qui connaissent ça. Donc, c'est important de choisir un bon courtier qui va bien vous représenter. Ça, c'est là que ça va jouer parce que c'est lui qui va présenter votre dossier. Donc, c'est lui qui peut tout changer, qui peut faire en sorte que vous êtes accepté avec tel assureur ou refusé. Donc, mon conseil, c'est vraiment allez-y avec un courtier. Vous allez, s'il vous arrive quoi que ce soit, de un, ben, c'est en cas de sinistre, on est toujours là pour vous assister, pour vous conseiller. Puis de deux, ben, avec un bon courtier, vous pouvez l'économiser parce qu'il va bien vous représenter auprès des assureurs. Excellent, merci Alison. Merci d'avoir été là, Alison, Régis et également JP. Donc, merci à tous d'avoir participé en si grand nombre et aussi activement à un sujet qui passionne toujours. Donc, les assurances, assurez-vous d'être bien assuré, c'est un jeu de mots, là, mais donc, comme disait Régis, on s'assure bien, on ment pas, on fait bien les choses et pour éviter les mauvaises surprises éventuelles. Donc, félicitations aux trois gagnants qui se méritent les certificats cadeaux. Merci d'avoir été là à tous. On se revoit la semaine prochaine, donc le 30 novembre, en compagnie de Jean-Philippe Claude. Donc, on n'aura pas d'invité spécial ou spéciaux cette journée-là. Donc, on va répondre à vos questions de façon générale. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne semaine à tous et à bientôt. Merci. Bye bye tout le monde.